Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à deux théorèmes. Le théorème du relèvement, je devrais dire un théorème de relèvement. Et puis ensuite on verra, et ça n'a rien à voir, le théorème de l'application ouverte. Rappel, bon, on connaît les nombres complexes, on appelle U l'ensemble des complexes de module 1. Si alpha appartient à R, on sait qu'il existe une application psi alpha qui a t définie sur cet intervalle à valeur dans U privé d'exponentielle I alpha qui soit bijective et continue. Et on sait que phi alpha égale psi alpha moins 1, donc la réciproque, qui a z appartenant à U alpha associe l'unique t appartenant à I alpha telle que z égale exponentialité continue. C'est ce qu'on appelle une détermination continue de l'argument. G alpha, du coup, qui a z appartenant à C privé des nombres complexes qui sont de la forme R multiplié par exponentielle I alpha avec R supérieur ou égal à 0, donne l'unique t appartenant à I alpha telle que z égale module de z exponentialité et continue aussi parce que G alpha est égal à phi alpha de z sur module de z. Ce qu'on appelle la détermination principale de l'argument, c'est quand alpha est égal à moins pi. Alors exponentielle I alpha R plus, ça fait R moins, parce que exponentielle I alpha, c'est égal à l'exponentielle de moins I alpha, c'est-à-dire moins 1. L'argument, donc ça, on va le noter, l'argument, la détermination principale grand arg, c'est phi moins pi, donc il y a Z appartenant à C moins R moins, ceci, l'unité appartenant à moins pi, tel que Z est égal à module de Z exponentielle IT et continue cette application. Sa restriction à U privé de moins 1, c'est-à-dire j'enlève exponentielle I alpha, comme je le faisais tout à l'heure, et bien ça nous donne qu'on a la fonction qui a Z appartenant à U moins 1 donne l'unité appartenant à moins pi, telle que Z est égal à exponentielle IT. Donc ça nous fait une bijection continue réciproque c'est la réciproque de psi de moins pi. Alors le problème, c'est que là on va avoir, c'est le problème du relèvement. On a un intervalle grand I de R, une fonction f de I vers U qui est continue. On va montrer qu'il existe une fonction θ de I vers R continue telle que f de t est égal à exponentielle de I θ t, quel que soit t appartenant à I. Si f de I est différent de U, ça veut dire qu'il existe un alpha appartenant par exemple à moins pi, tel que f de t est différent d'exponentielle I alpha, quel que soit t appartenant à I. Phi alpha et f sont continus, donc l'application θ égale phi alpha rond f est définie et continue sur R. D'accord, elle est définie parce que f de t n'est jamais égal à exponentielle I alpha, donc je peux envisager phi alpha dans ces cas-là. Et quel que soit t appartenant à I, on sait que phi alpha de f de t, c'est l'unique x appartenant à I alpha tel que f de t soit égal à exponentielle ix. Donc f de t va être égal à exponentielle I θ t, quel que soit t appartenant à I. Et donc, on va dire que θ est un relèvement continu de f. Sinon, on va prendre t0 appartenant à I, et on remarque que module de moins f de t0, c'est module de f de t0, c'est égal à 1. Donc z0 égale moins f de t0 appartient à U, et f de t0 forcément est différent de 0, puisque son module est égal à 1. Donc z0 va être différent de moins f de t0, sinon on aurait moins f de t0 égale f de t0, donc f de t0 est égal à 0. On pose w égale u moins z0, c'est un ouvert de u, topologie restreinte de C sur U, parce que Z0 est un fermé de C, soit alpha tel que Z0 est égal à exponentielle I alpha, f est continu, donc il existe nu positif tel que si t appartient à t-0 moins mu, t0 plus mu inter I, alors f de t appartient à W. La restriction fj de petit f à j vérifie fj de j est inclus dans W, donc fj de j est différent de U, et donc fj admet un relèvement θ continu d'après ce qu'on a vu avant. Et donc on aura fj de t qui sera égal
à exponentielle i θ de t, quel que soit t. Mais du coup, ça nous fait que f de t va être aussi égal à ça, puisque fj, c'est la restriction de f. D'accord? On dit que θ est un relèvement local continu au voisinage, un relèvement local de f, hein, évidemment, continu au voisinage de t0 appartenant à i. On suppose que i est un intervalle de R, que f est continu de i vers u, le disque unité, de C, θ1, θ2, deux relèvements de f sur i, alors il existe k, tel que θ2 est égal à θ1 plus 2k pi k appartenant à z. Démonstration, on a exponentialité θ1 de t qui est égale à f de t, qui est égale à l'exponentialité θ2 de t, quel que soit t appartenant à i, donc il existe kt, qui dépend de t, hein, appartenant à z, tel que θ2 de t est égal à θ1 de t plus 2kt pi. Donc u égale θ2 moins θ1 prend toutes ces valeurs dans 2pi z qui est inclus dans R. Et u est continu, donc v égale 1 sur 2pi fois u est aussi continu, prend ces valeurs, on divise par 2pi dans z, i est un intervalle donc connexe, donc j égale v de i par une fonction continue, c'est connexe, donc c'est un intervalle de R, v de i est inclus dans z, si v de i contient deux entiers mn, m inférieur à n, alors il va contenir tout le segment mn et donc il va contenir m plus 1 demi, car v de i est un intervalle, ce qui est impossible puisque m plus 1 demi n'appartient pas à z, donc v de i est réduit à un élément, un seul élément k appartenant à z, et donc v est égal à k, donc u est sur 2pi est égal à k, donc u est égal à 2k pi, donc θ2 moins θ1 égale 2k pi. Remarque, on pouvait aussi utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, c'est très facile aussi. Réciproquement, il est évident que si θ1 est un relèvement continu de f sur i, alors θ2 égale θ1 plus 2k pi k appartenant à z est continu, et exponentielle i θ2 de t est égale à exponentielle i θ1 de t, hein, parce que l'exponentielle de ik pi, ça fait 1, et donc c'est égal à f de t, quel que soit t appartenant à i, donc θ2 est un relèvement de f sur i. Soit I1 et I2, deux intervalles ouverts de R, tels que I1 inter I2, inter I est différent du vide. I, c'est toujours un intervalle de R. Et tel que F a des relèvements θ1 sur I1, θ2 sur I2. Alors F a un relèvement θ sur I1 union I2, inter I. Démonstration, c'est évident si I1 est inclus dans I2, ou bien quand I2 est inclus dans I1, parce qu'à ce moment-là, I1 union I2, ça fait I1 ou ça fait I2. Sinon, on peut supposer que I1 est égal à ça, I2 à ça, avec ces conditions-là, et on intercale U et V entre les deux, parce que A2 est inférieur à B1. Donc on obtient ce segment UV qui est inclus dans I1 inter I2 inter I, et I1 union I2 inter I qui est égal à 1 B1 inter I. Les restrictions de θ1 et θ2 à UV sont des relèvements de F sur UV, donc il existe K appartenant à Z, tel que θ2 est égal à θ1 plus 2k pi sur UV. On définit θ sur 1 B2 inter I par θt égale θ1 de t plus 2k pi si t appartient à 1 U inter I. Et θt est égal à θ2 de t si t appartient à U B2 inter I. Donc θ va être continu sur celui-là, hein, puisque celui-là, ça fait... c'est inclus dans I1 inter I et que θ est continu sur I1 inter I, θ1, pardon, donc on rajoute 2k pi, ça ne change rien, et θ est continu sur U2 B2 inter I, qui est inclus dans I2 inter I, parce que θ2 est continu sur I2 inter I. De plus, la limite de θt quand t est envers U-, c'est la limite de ça quand t est envers U-. Donc ça fait, ça tend vers θ1 U plus 2k pi, qui fait θ de U. Hein, parce que, voilà, hein, U il appartient à ce segment-là, donc θ de U égale θ1 U plus 2k pi. Voilà. Donc ça, et ça fait θ U. Hein, θ U, il est égal, là, quand on peut prendre U, θ2 de U est égal à θ U. Voilà. Donc, je vois... Donc c'est égal à ça. Et la limite de θ en U+, c'est la limite de θ2 en U+, c'est θ2 de U. Donc je vois que, parce que θ2 est continu en U. Donc je vois que θ
est continue en U, c'est-à-dire la limite à gauche, la limite à droite de U sont égales à θ de U, donc θ est continue sur, puisqu'elle était continue ailleurs, elle est continue sur tout ça, c'est-à-dire sur I1 union I2 inter I. D'accord? Voilà. Et par ailleurs, exponentialité θ t est égale à exponentialité θ1 plus 2ikp, ce qui fait f de t sur A1U, hein, inter I, qui est inclus dans I1 inter I, et exponentialité θt est égale à exponentialité θ2t qui fait f de t sur U2B2 qui est inclus dans I2 inter I. Donc on a toujours exponentialité θ qui est égale à f sur I1 union I2 inter I. Et θ est continu sur I1 union I2 inter I, on l'avait vu avant, d'accord? Donc θ est un relèvement de f sur I1 union I2 inter I. D'accord? I1 union I2 qui fait A1B2. Théorème du relèvement, f est une fonction continue du segment AB vers U, l'ensemble des complexes de module 1. Alors il existe un relèvement continu de f sur I, c'est-à-dire une fonction continue θ de I vers R, telle que l'exponentialité θt égale f de t, quel que soit t appartenant à I. U est un relèvement continu de f sur I, ça équivaut à il existe k appartenant à z, tel que U est égal à θ plus 2kπ. Alors ça a déjà été démontré. Pour le reste, on prend l'ensemble des x appartenant à I pour lesquels il y a un relèvement continu sur AX. On a déjà vu que chaque point de I a un relèvement continu local de f, donc il existe nu positif, on applique en A, et donc f a un relèvement sur A moins nu, A plus nu inter I, donc f a un relèvement continu sur A plus nu sur 2, on prend nu suffisamment petit pour que ça soit inclus dans AB. Donc on a A plus nu sur 2 qui appartient à E, qui est donc non vide, et comme il est borné, il admet une borne sub C, montrons que C est égal à B, en supposant que C est inférieur à B. Il existe nu positif pour lesquels f a un relèvement local continu en C, et donc ça va nous donner un relèvement local continu sur ça. Et comme, d'accord, en choisissant nu de façon à ce qu'il soit inférieur à B moins C pour que ça soit inclus dans AB. Et f a un relèvement continu sur AC, donc f va avoir un relèvement continu sur la réunion des deux, et donc sur AC plus nu. Et donc C plus nu appartient à E, ce qui contredit le fait que C est le sub de E. Donc on a eu tort de supposer C inférieur à B, et donc C est égal à B. Conclusion, f a un relèvement continu sur AB, puisque on vient de voir que E est égal finalement à AB, car E égale AB. Voilà. Alors maintenant, si I est un intervalle quelconque de R et que f est continu de I vers U, alors f admet un relèvement continu sur I. Si θ1 et θ2 sont deux relèvements continus de f sur I, il existe k appartenant à z tel que θ2 égale θ1 plus 2kπ. Donc ça a déjà été démontré. On prend T0 appartenant à l'intérieur de I, par exemple, et f de T0 est égal à exponentielle IK0, K0 appartenant à R. Pour tout T appartenant à I, il existe un relèvement continu θt de f sur T0t, T0 inférieur à T ou T0 supérieur à T. Exponentielle T0 est égal à f de T0 est égal à exponentielle T0, et donc θ de T0 va être un K0 plus 2K0 pi, K0 appartenant à Z. Alors si je prends ut égale θt moins 2K0 pi, ça sera un relèvement continu de f sur T0t, mais en plus il vérifiera ut0 est égal à K0. Donc c'est le seul en fait relèvement continu de f qui vérifie ça, parce que si je rajoute 2kπ, bah, ça ne fera plus K0. Si T0 est inférieur à T inférieur à H, alors θt égale θH sur T0H, parce que θt de T0 est égal à θH de T0 est égal à K0. D'accord? Donc, voilà, il n'y a pas un écart de 2kπ, parce qu'il faut qu'en T0, ils prennent la valeur K0. Donc, idem si T est entre H et K0. C'est-à-dire, voilà. On définit donc θ sur
I par θt0 est égal à k0 et θt est égal à θt de t, quel que soit t appartenant à i, t différent de t0, enfin, je n'étais pas obligé de séparer. Soit h supérieur à t0, t appartenant à t0h, eh bien θt est égal à θt de t est égal à θh de t, quel que soit t appartenant à t0h, d'après ce qu'on vient de dire. Donc θh est continu sur t0h, donc θ va être continu sur t0h, quel que soit h supérieur à t0, h appartenant à i. De même, θ va être continu sur ht0, quel que soit h inférieur à t0, h appartenant à i. Donc θ va être continu sur i. En plus, exponentielle i θt est égale à exponentielle i θh de t, avec les notations précédentes, est égale à f de t. Donc θ est bien un relèvement continu de f sur i. Soit i un intervalle de R, f une fonction de i vers u de classe C1. Alors il est facile de démontrer d'une autre façon que celle qu'on a vue avant qu'il existe un relèvement continu de f sur i et qu'il est de classe C1. En effet, si θ existe, il doit vérifier exponentielle iθ égale f sur i. Si θ est dérivable, alors i, quand on dérive ça, on a i θ' exponentielle iθ qui est égal à f', et donc θ' qui est égal à f' divisé par i exponentielle iθ, mais exponentielle iθ c'est f. Donc ça fait f' sur if égale moins i f' sur f, car f ne s'annule pas sur i. f' et f sont continus sur i, donc θ, t va être de la forme k moins i somme de t0 à t de f' de u sur f de u du. T0 appartenant à U, K appartenant à C. Réciproquement, puisque f et f' sont continus, on peut s'intéresser à la fonction phi qui à t associe moins i somme de t0 à t de f' de U sur f de U du, t appartenant à I. Ça existe. Phi est dérivable, bien sûr, puisque f' sur f est continu, et phi' est égal à moins i f' sur f, qui est continu, puisque f est de classe C1, et que f ne s'annule pas, hein, parce que f de t appartient à u, donc de module 1. Donc phi est de classe C1, on pose u égale f exponentielle moins i phi, qui est dérivable donc, et u' égale f' moins i phi' f en exponentialité θ, mais ça vaut 0 parce que f' est égal à f multiplié par phi' multiplié par i. Donc u est une constante et f est égal à lambda, donc la constante lambda multipliée par exponentielle phi. Voilà. f de t0 est égal à lambda i phi t0, et donc ça va être égal à, ça doit être égal ça est égal à lambda parce que phi t0 c'est 0, d'accord? Et donc f de t est égal à f de t0 exponentielle i phi de t, mais f de t0 appartient à u, donc c'est une exponentielle ik0 ou, alors je l'ai plutôt appelé alpha d'ailleurs, alpha 0 ou alpha 0 appartient à r. Donc f est égal à exponentielle iθ, où θ c'est la fonction qui a t appartenant à i, donne phi de t plus alpha 0. Bah, évidemment continu de classe C1, puisque phi est continu de classe C1. θ est donc un relèvement continu de f de classe C1 sur i. D'accord? Alors remarque, les relèvements continus de f sur i sont l'ensemble des relèvements, c'est l'ensemble des θ plus de k appartenant à z, donc tous de classe C1. Si f, on est sur une fonction d'un intervalle i de r vers u et de classe ck, k appartenant à une étoile, alors les relèvements continus de f sont tous de classe ck. Démonstration, pour k supérieur ou égal à 1, on vient de construire un relèvement continu de classe C1. Il vérifie ça, et donc on a comme f et ck, f' est de classe ck-1, et donc θ' est de classe ck-1, et donc θ est de classe ck. Donc on vient de voir que ce relèvement est de classe ck, mais les autres relèvements,
ils sont obtenus à partir de celui-là en rajoutant 2 capis. Donc ils vont tous être aussi de classe CK. Et on en a terminé avec le théorème du relèvement. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous continuons avec le théorème de l'application ouverte. F, une application de l'espace topologique θ vers l'espace topologique prime θ'. On dit qu'elle est ouverte si l'image d'un ouvert de θ est automatiquement un ouvert de θ'. L'espace de Baire, c'est un petit rappel, un espace topologique θ et de Baire, c'est toute réunion dénombrable de fermés et d'intérieurs vides, donc chaque fermé a un intérieur vide, est une partie d'intérieur vide. Si En est un espace vectoriel non normé complet, ce qu'on appelle un espace de Banach, alors c'est un espace de Baire. Ça a été démontré dans une leçon consacrée donc, aux espaces de Baire. Théorème de l'application ouverte, on se donne deux espaces vectoriels normés complets et une application f de vers f. Si f est linéaire, continue et surjective, alors f est ouverte. Démonstration va être très longue. Il faut prouver que pour tout u appartenant à θn, f de u appartient à θn'. Autrement dit que pour tout x appartenant à u, il existe une boule centrée en f de x de rayon R positif, qui soit inclus dans f de u. Alors, j'appelle ça 1. X appartient à U, donc il existe une boule de centre X et de rayon R inclus dans U, puisque U est ouvert. Alors, montrons que cette condition-là implique 1. Alors, cette condition, c'est quoi? C'est il existe alpha positif tel que la boule de centre, la boule dans E, de centre 0 et de rayon 1, est inclus, alors donc c'est bien une', c'est pas la boule dans E, c'est la boule dans E', de centre 0 et de rayon 1, est incluse dans l'image de la boule de centre 0 et de rayon alpha. On prend pour ça bêta égale R sur alpha, et on considère Y appartenant à la boule de centre F de X, on est dans E', et de rayon bêta. Donc, n' de y moins f de x va être inférieur à bêta, et donc n' de y moins f de x sur bêta va être inférieur à 1, et donc y moins f de x sur bêta appartient à la boule n', 0, 1, qui est inclus, par cette hypothèse, dans f de bn 0 alpha. Donc y moins f de x va appartenir à alpha, à bêta fois ça, f de bn 0 alpha. Le lemme 1, qu'on démontrera après, nous dit que ça, c'est égal à f de bêta fois la boule n la boule de centre 0 et de rayon alpha, on est dans E. Et le lemme 2 nous dit que ça, c'est la boule de centre 0 et de rayon bêta alpha, c'est-à-dire R. Donc y, alors là c'est y moins f de x qui appartient à ça. Donc y appartient à f de x plus ça. Et d'accord? Mais f de x plus ça, là c'est le lemme 3, c'est égal à f de x plus bn 0r. Et le lemme 4 nous dit que ça c'est la boule de centre x et de rayon r. Donc ça va faire f de bn. Et ça, je sais que c'est inclus dans f de u, parce que bn de xr, je sais qu'il est inclus dans u. Voilà. Donc, à chaque fois que y appartient à la boule de centre f de x et de rayon bêta, on est dans E', alors y appartient à f de u. Donc j'ai bien cette inclusion, c'est-à-dire j'ai bien démontré. On a utilisé pour ça 4 lemmes. Le premier lemme nous dit que si alpha et bêta sont positifs, bêta fois cette boule-là est égal à cette boule-là. En effet, si je prends t appartenant à bêta bn, c'est-à-dire que t sur bêta appartient à b de 0 alpha, et donc la norme de t sur bêta est inférieure à alpha, et donc n de t, oui c'est ça, et donc n de t est inférieur à alpha bêta, et donc t appartient à 0 alpha bêta, et donc j'ai bien
l'égalité, parce que j'ai procédé par équivalence, lemme2, si x est une partie de E, bêta f de x est égal à f de bêta x, bêta positif. Bon, bah ça c'est parce que si t appartient à bêta f de x, il existe u appartenant à x, ça équivaut à dire qu'il existe u appartenant à x, tel que t égale bêta f de u, mais ça, la linéarité de f fait que c'est égal à f de bêta u, et donc ça équivaut à dire que t appartient à f de bêta x. Lemme 3, x, si x est une partie de E, f de x plus f de grand x est égal à f de petit x plus grand x. C'est encore la linéarité, ça. T appartient à f de x plus f de grand x, ça équivaut à dire qu'il existe u appartenant à grand x tel que t égale f de x plus f de u qui fait f de x plus u. Donc ça équivaut à dire que t appartient à f de petit x plus grand x. Enfin le lemme 4, x plus bn de 0r égale bn de xr, r positif. Bon, bah, t appartient à x plus bn de 0r, ça veut dire que t moins x appartient à bn de 0r, autrement dit que n de t moins x est inférieur à r, ce qui équivaut à dire que t appartient à la boule de centre x et de rayon r. Montrons qu'il existe alpha positif tel que bn' de 0,1 est inclus dans f de bn de 0 alpha. Donc la démonstration, ça consiste d'abord à dire que, et c'est évident que E est égal à l'union des bn de 0n pour n appartenant à n étoile, et donc le f de E va être égal à l'union des f de bn. F est surjectif, donc f de E est égal à f, donc f va être égal à la réunion de ces f de bn de 0n. Bon, et donc aussi à la réunion de leurs adhérences, hein, puisque comme ça fait tout l'espace, bah, ça va faire aussi... les adhérences sont plus grandes, si vous voulez, que xn, hein, mais comme la réunion des xn fait f, bah, la réunion des xn bar va faire f aussi. L'intérieur de f, c'est f lui-même, qui est non vide, hein, parce qu'il contient par exemple le vecteur nul. Et f est un espace vectoriel normé complet, donc un espace de Baire. Donc l'un des xn bar l'une des adhérences de xn à un intérieur non vide. Supposons que ça se passe au rang n, donc adhérence... l'intérieur de l'adhérence des xn est différente du vide. Donc il existe une boule Bn' de centre Y et de rayon alpha positif qui est incluse dans l'adhérence de f de Bn 0n. D'accord? N appartenant à n étoile. Donc un lemme évident, je vais l'appeler lemme 5, si x est inclus dans E', et que lambda appartient à R, l'adhérence de lambda x est égale à lambda, l'adhérence de x, car dire que t appartient à l'adhérence de lambda x, ça consiste à dire que je vais trouver une suite de lambda x qui tend vers t. Alors c'est quoi une suite de lambda x? Ben, c'est lambda fois une suite de x. Donc il existe une suite de... ça équivaut à dire qu'il existe une suite tn de x, telle que lambda tn tend vers t, ce qui équivaut à dire que t appartient à lambda x, à lambda adhérence de x. Conséquence, si je prends alpha et bêta positif, alpha adhérence de f de bn, de 0 à bêta, je fais rentrer mon alpha dessous, d'après ce que je viens de dire. Ensuite, comme f est linéaire, c'est f de lambda bn, puis ensuite je rentre comme c'est une boucle centrée en 0, tout ça c'est les lemmes que j'ai vu avant, et donc ça fait l'adhérence de f de b de 0 lambda bêta. Donc ici par exemple, f de bn, l'adhérence de f de bn 0n, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire sortir le n, ça va être n adhérence de f de bn 0,1. Si je prends z appartenant à bn' de y alpha, donc je sais qu'il est inclus dans ça, c'est-à-dire dans ça. D'accord? Il existe donc une suite zk de bn 0,1 telle que n fois cette suite, donc n fois f de cette suite, tend vers z. Et pareil, alors y, lui, il appartient à cette boule, donc il existe une suite yk, telle que n f de yk tend vers y. Donc si je prends n de f de zk moins yk, bah, ça fait n f zk, ça c'est la linéarité de f, moins n f de yk, ça tend vers z moins y. Mais les n de zk moins yk
c'est inférieur ou égal à une égalité triangulaire à nzk plus nyk. Or, E, c'est les suites de Bn01. Donc, c'est inférieur ou égal à 1 plus 1 égale 2. Donc, les zk moins yk appartiennent à Bn de 0,2. Et j'ai n f de zk moins yk qui tend vers z moins y. Donc, ça veut dire que z et moins y appartient à l'adhérence de n f de Bn02, que je peux écrire 2n adhérence de f de Bn01. Soit T appartenant maintenant à Bn' de 0 alpha. Donc Z est égal à Y plus T appartient à Bn' de Y alpha. Donc T qui est égal à Z moins Y, hein, puisque, si vous voulez, donc T qui est égal à Z moins Y va appartenir à 2n de l'adhérence de f de Bn01. D'accord? Voilà. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que z moins y, oui, parce que t c'est z moins y, et que z moins y, il appartient à ça. Donc t c'est z moins y, le z moins y, je l'avais vu, il appartenait à ça, donc c'est bon. Voilà. Donc, Bn' de 0 alpha, parce que là j'ai pris t appartenant à Bn' de 0 alpha, et j'obtiens que t appartient à ça, donc Bn', donc j'ai cette inclusion. Voilà. Bn' de 0,1, Bn', bah, je divise par alpha, c'est 1 sur alpha, Bn' de 0 alpha. Donc ça va être inclus, lui il est inclus là-dedans, bah, je divise par alpha, je peux le faire, hein. C'est l'élève que j'ai vu avant, ça va être inclus dans 2n alpha, 2n sur alpha, adhérence de f de Bn01, et là je fais rentrer ça là-dedans, et j'appelle bêta égale 2n alpha, donc ça fait l'adhérence de f de Bn de 0 bêta. Donc j'obtiens ça, avec un bêta positif. Alors maintenant je vais démontrer, parce que j'ai toujours mon adhérence, qu'en fait, Bn'01 est inclus dans f de... Disons qu'il n'y aura plus d'adhérence. Alors ce ne sera plus bêta, ce sera autre chose. On peut mettre 3 bêta ou 2 bêta plus quelque chose. On verra, on rectifiera au besoin. Je crois que c'est 3 bêta. Soit z appartenant à f de Bn0 bêta adhérence. Alors, il existe x1 appartenant à Bn0 bêta, tel que... donc très près de z, c'est-à-dire que avec n' de z moins f de x1 inférieur à 1,5, hein, puisqu'il appartient à cette adhérence. J'appelle ça z1. Donc z1 va appartenir à Bn' 0,1,5, puisque sa norme est inférieure à 1,5, et ça c'est 1,5 de Bn' de 0,1 qui est inclus dans 1,5 de f de l'adhérence de f de Bn 0 bêta, et je fais rentrer dedans, ça fait adhérence de f de Bn 0 bêta sur 2. Donc, bah, comme le Z1 appartient à ça, eh bien, il existe un X2 qui appartient à ça, qui est très près de Z1. Et je vais choisir la norme inférieure à 1 quart. Je recommence. Donc Z2 va appartenir à Bn' de 0,1 quart, d'accord, de 0,1 quart, oui c'est ça, qui nous fait, alors là je refais le même cirque qu'avant, ça fait 1 quart de Bn' de 0,1, c'est inclus dans f, enfin je fais tout ce truc-là pour avoir adhérence de f de Bn de 0 bêta sur 4. Et Z2 est égal à Z1 moins f de x2 est égal à Z moins f de x1 moins f de x2, c'est-à-dire Z moins f de x1 plus x2. Supposons construite les suites xj pour j allant de 1 à k, et les suites zj, pareil, telles que xj appartient à Bn de 0 bêta sur 2 à la puissance j moins 1, zj égale z moins f de somme des xi pour i allant de 1 à j, qui lui appartient à Bn' de 0, 1 sur 2 puissance j. Zk appartient à Bn de 0, 1 sur 2 puissance k, qui fait 1 sur 2 puissance k Bn' de 0, 1. Donc c'est inclus dans ça égale ça. Donc je vais pouvoir trouver x plus 1 qui appartient à Bn de 0 bêta sur 2 puissance k, tel que ça est un rendu inférieur, je refais la même chose qu'avant, à 1 sur 2 puissance k plus 1. Et donc le zk plus 1 qui est égal à zk, mais zk c'est la somme
ça va être zk, c'est z moins la somme. Voilà. Et puis j'en enlève un autre. Donc c'est z moins la somme de 1 à k plus 1 des f de xj. Et donc, ça y est, je suis passé du rang k au rang k plus 1. Et donc, par récurrence, on construit de suite zn et puis xn, tel que xn appartient à ça, que zn appartient à ça, et que zn est égal à z moins f de la somme de 1 à n des xj. On termine la démonstration du théorème de l'application ouverte. Donc je rappelle ce qu'on a démontré. Nxn est inférieur à bêta sur 2 puissance n-1, et cette série-là est convergente. Donc on en déduit que la somme des nxn est une série convergente, donc que la somme des xn est absolument convergente, et comme E est complet, elle est convergente. J'appelle x sa somme, f est continu et yn égale somme de 1 à n des xn tend vers x, donc f de xn va tendre vers f de x dans E'. N' de Zn est inférieur à 1 sur 2 puissance n qui tend vers 0, donc Zn tend vers 0 dans E', et comme Zn est égal à z moins f de yn, z est égal à fn de plus f de yn, ça tend vers 0, ça vers f de x, donc ça tend vers f de x, donc z est égal à f de x. N de yn est égal à n de somme des xn, inférieur ou égal à somme de 1 à n des nxn, qui vaut ça, je vous laisse vérifier. Donc c'est inférieur à 2 sur bêta. Donc quand on fait tendre n vers plus l'infini, comme la norme est continue, on obtient que n de x est inférieur ou égal à 2 sur bêta, donc inférieur strictement à 3 sur bêta si on veut avoir un inférieur strict. Quel que soit z appartenant à bn' de 0, 1, d'abord on sait que z va appartenir à ça, puisque bn' de 0,1 est inclus dans l'adhérence de f de bn de 0 bêta, et on vient de voir qu'à ce moment-là, z appartient à f de bn de 0 bêta, enfin, puisque f appartient à ça, on vient de voir qu'il existe x appartenant à bn de 0,3 bêta, tel que n de x est inférieur, oui, alors c'est pour ça, il appartient à ça, parce que n de x est inférieur à 3 bêta, tel que z est égal à f de x. Voilà. Donc Bn', donc à chaque fois qu'on a z là-dedans, on a z là-dedans. Donc ça veut dire que Bn' de 0,1 est inclus dans f de Bn de 0,3 bêta. On a vu que cette inclusion, une inclusion de ce type, implique que f est ouverte. Donc f est ouverte et on a terminé la démonstration. Conséquence, si En, E', N' sont deux espaces vectoriels normés complets et qu'f est une application linéaire continue bijective de E vers f, alors f est un homéomorphisme. Démonstration, elle est bijective, donc elle est surjective, et comme c'est une application linéaire et qu'elle est continue, elle est ouverte. Sur U', un ouvert de θn, f-1 de U, ça va être f de U, qui est ouvert, puisqu'elle est ouverte, donc qui est un ouvert de θn', donc ça veut dire que f-1 est continu, et donc on a bien le résultat homéomorphisme. Bon, notez que ce résultat, on le savait déjà dans le cadre fini. Quand on a deux espaces vectoriels, il suffit d'ailleurs que l'un des deux soit fini. Si f est une application linéaire continue bijective, les deux vont être finis. Et puis si elle est linéaire, elle est automatiquement continue. Et on sait qu'à ce moment-là, sa réciproque, qui elle aussi est linéaire, est continue. Mais là, c'est plus général. Si En, E', sont deux espaces vectoriels normés, que f de E vers f est linéaire, continue, surjective, donc ouverte, on sait que f est continu, donc Krf qui est égal à f-1 de 0, donc fermé, f est informé de E, et comme E est complet, E sur Krf muni de la distance n tilde, alors n tilde d'une classe c'est la distance entre x et Krf, est une norme. On sait ça parce qu'on a vu ça dans le chapitre consacré au quotient d'espace vectoriel. Donc à ce moment-là, ça c'est un espace vectoriel normé complet, et f tilde qui est la classe de x associée f de x, est parfaitement défini comme ça, et linéaire et continu parce que f est continu, et surjective parce que f est surjective, et injective par construction, et donc f tilde va être ouverte, et surtout, ce qu'on vient de voir là, f tilde va être un homéomorphisme de E sur Krf uni de n tilde vers E', N', c'est résumé comme ça dans le diagramme, parce que là, on a deux espaces vectoriels normés complets. Donc on peut appliquer ce qu'on a vu avant.
Avant de démontrer le théorème du graphe fermé, je reviens sur la définition du graphe d'une fonction f de E vers f. C'est la partie GF égale l'ensemble des couples xf de x appartenant à E. Donc partie de E croix f. Si ED est un espace métrique, on appelle diagonale de E l'ensemble delta E égale l'ensemble des couples où les deux éléments sont identiques, x appartenant à E. C'est un fermé de l'espace métrique E croix E. Alors la métrique qu'on prend là-dessus, elle est définie à voir la leçon sur les espaces métriques, c'est la métrique produit dont la topologie est égale à la topologie produit. Démonstration, soit yn égale xn, une suite convergente de delta. Bon, bah, yn tend vers AB. Alors si je prends pi1, la projection, j'aurais pu l'appeler px, qui à AB donne A, elle est continue. Donc pi1 de yn est égal à tend vers pi1 de AB, c'est-à-dire vers A. Donc xn va tendre vers A. De même, xn tend vers B en prenant la deuxième projection. Donc A est égal à B et donc AB appartient à delta, ce qui prouve bien que delta est fermé. Si E et F sont deux espaces métriques et F de E vers F continue, alors le graphe GF de F est un fermé de E croix F. Démonstration en prenant la fonction phi qui a xy appartenant à E croix F associe le couple f de xy appartenant à f croix f. Elle est continue. En effet, xy donne par pi1 x est continu et f est continu. Donc quand on compose, xy donne f de x, c'est la composée f rond pi1, c'est continu. Et puis par pi2, bah, c'est continu aussi. Donc on voit que phi, c'est en fait les deux fonctions, les deux coordonnées de phi sont continue, donc phi est continu. Delta f, c'est l'ensemble des couples A appartenant à f, donc c'est inclus dans f croix f. Phi moins 1 de delta f, ça va être l'ensemble des couples xy de E croix f, tel que f de x est égal à y. Donc c'est l'ensemble des couples xf de x appartenant à E, c'est égal à gf. Mais delta f est fermé. Ça c'est un fermé, et phi est continu. Donc phi moins 1 de delta f est fermé, donc gf est fermé. La réciproque est fausse. Si on prend f qui est à x associé 1 sur x pour x différent de 0 et 0 si x égale à 0, elle n'est évidemment pas continue, ça je ne le démontre pas. Et gf, son graphe, ça va être l'ensemble des couples x, 1 sur x pour x appartenant à R étoile, union le couple 0, 0. Hein. Donc ça c'est l'ensemble A, c'est l'ensemble B. Bah, B c'est un point donc qui est fermé. Et puis pour l'autre, si xn et 1 sur xn est une suite convergente vers xy dans R croix R, alors xn tend vers x dans R et 1 sur xn tend vers y dans R. Ce qui implique, puisque xn tend vers x, que 1 sur xn tend vers 1 sur x. Et puis il tend vers y, donc ça veut dire que x et y ne sont pas nuls, hein, et que y est égal à 1 sur x. Donc en fait, xy c'est x 1 sur x, et donc ça appartient à A. D'accord? Et donc A est fermé. Et donc GF, qui est l'union de deux fermés, va être fermé. Le théorème du graphe fermé, soit En et Fn', deux espaces vectoriels normés complets, f une application linéaire de E vers F. Si le graphe GF de F est fermé, alors F est continu. Et comme on avait démontré la réciproque avant, on a donc l'équivalence. Mais il faut avoir E et F, deux espaces vectoriels normés complets. Démonstration, on prend une norme quelconque sur E croix F, mais on va choisir celle-là en réalité. E croix F muni de cette norme est un espace vectoriel normel complet. Si on n'en est pas convaincu, on peut refaire une démonstration. Si on prend une suite à n égale xn, yn, une suite de Cauchy de E croix F, quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que PQ supérieur ou égal à n implique que norme de AP moins AQ est inférieure à epsilon. AP moins AQ c'est ça, et donc ça fait ça, et donc sa norme va être égale au sub de n de xp moins xq et de yp moins yq. Et donc on veut que ça soit inférieur à epsilon, donc il faut que ça soit inférieur à epsilon, et ça aussi. Ce qui prouve que les suites sont de Cauchy, respectivement dans E et F qui sont complets, donc elles sont convergentes vers x et vers y, et donc xn, yn convergent vers xy,
Et donc E croix F limite cette norme est complet. Le graphe GF est une partie fermée, ah oui, parce que c'est dans nos hypothèses, de l'espace vectoriel normé complet E croix F, donc GF est complet. Par ailleurs, c'est bien un espace vectoriel, parce que 0E, 0F, qui est égal à 0E, est égal à 0E, F de 0E, parce que F est linéaire. D'accord? Et donc ça appartient bien au graphe. D'accord? Donc ça, j'aurais pu le mettre quand même, ça appartient au graphe de F. Voilà. Donc, car F est linéaire. Et si je prends deux éléments du graphe de F et lambda appartenant à R, et que je forme lambda fois le premier élément plus le deuxième élément, ça me fait ça, et comme F est linéaire, ça me fait ça, et je vois bien que ça appartient au graphe. Donc le graphe est bien un sous-espace vectoriel de E, et donc en plus il est normé complet. Voilà, on considère la projection Px, qui est xy appartenant à E croix F, ceci x, puis la projection Py. Alors toutes les deux sont évidemment surjectives, continues et linéaires. La restriction Pi1 de Px à G est donc continue, ça ne prend pas d'S. Xy appartenant à GF, en réalité c'est xf de x, donne x est linéaire, bien sûr, quel que soit x appartenant à E, x est égal à Pi1 de xf de x, donc elle est surjective. Puis c'est la seule façon de faire x, parce que si on prend Pi1 de x' f de x', bah, x' va être égal à x, donc en fait elle est injective et donc elle est bijective. Donc elle est linéaire, surjective, bijective, et puis on a dit qu'elle était continue, d'accord? Continue en plus. Donc quand on résume bien, on a GF qui sont des espaces vectoriels normés complets avec Pi1 linéaire continu bijectif, donc un homéomorphisme de G vers E, et donc ça veut dire que Pi1-1 est continu. Pi1-1 il fait quoi? À x appartenant à E, il associe x f de x qui appartient au graphe de F. Et ensuite, je lui ai appliqué Pi y qui a xy appartenant à E croix F associe y, donc ici f de x. Donc quand je fais ça, ça me fait ça, et donc ça fait f de x, quel que soit x appartenant à E, d'où je vois que f est égal à pi y rond Pi1-1. Mais Pi1-1 il est continu, Pi y il est continu. Donc je vois que f est continu, et c'est exactement ce que je voulais démontrer.